La Champions Cup était de retour ce week-end et les clubs français ont sorti le grand jeu. Évidemment, on aurait pu vous parler des heures durant de la masterclass de Bordeaux ou de Toulouse qui assure la victoire dans un match quelque peu laborieux. Mais au Rugby Show, on aime aussi mettre en lumière ce qui brille dans l'ombre, alors on vous a repéré quelques équipes dont on ne parle pas. Et en dehors des clubs, ce sont aussi les hommes qui ont brillé et on a repéré pour vous des gestes fous, la passe de Ramos bien sûr, mais aussi l'essai non imaginaire de Louis Bielbiarré. On a préparé une compilation des mouvements qui nous ont retourné le cerveau et c'est tout de suite dans le Rugby Show. Ça va être chaud, gros. Rugby Show, ça va te donner très chaud. Rugby Show, Ça s'écoute entre poteaux. Rugby Show, En métro ou au boulot. Rugby Show, Des débats et des pronos. Rugby Show. Bienvenue au Rugby Show. Qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver aujourd'hui. Bon, les week-ends de Coupe d'Europe ne font pas rêver vos chroniqueurs préférés, vous le savez, mais vu que c'est avec ce type de contenu qu'on fait le plus de vues, en bon luron, on a tout regardé, tout consommé, bien travaillé et nous voilà prêts à débriefer. Les équipes françaises ont gagné 70% de leurs matchs depuis le début de la saison en Coupe d'Europe. Vos chroniqueurs préférés, eux, ne gagnent toujours pas leur vie. Et on va commencer tout de suite avec les petits sujets que chacun nous a ramenés de la Coupe d'Europe ce week-end. Et on commence avec toi, mon Thomas, toi l'homme de l'analyse, de la data. Ouais, moi j'aime que les équipes qui gagnent, je supporte que les équipes qui gagnent, alors je vais vous parler de ça. Thomas, tu vas dire bonjour à nos auditeurs s'il te plaît, parce que là je trouve que tu rentres un peu trop dans le vif du sujet. Bonjour, moi j'aime que les équipes qui gagnent. Je vais vous parler des équipes qui gagnent. Et donc les équipes déjà qualifiées pour le prochain tour, mais bon, il y a des enjeux jusqu'à la dernière journée, on va vous expliquer pourquoi. Elios, tu as également des enjeux à discuter, des enjeux castrés. Exactement, tu parlais de club français et de victoire, et moi je vais vous prouver les gars cette semaine que Castres ça peut aussi être synonyme de victoire en Coupe d'Europe, et donc on va vous parler des outsiders de la Coupe d'Europe, à savoir le Stade français et le Castres Olympique. Il n'y a pas que les équipes, mon cher Victor, il y a également les hommes, puisque toi tu as repéré des petites actions ce week-end. Ouais, moi je vous dis, je suis fan des reprises de volée, des passements de jambes, des trucs. Et je parle pas de football, hein, les gars, je parle vraiment de petits gestes incroyables qui ont eu lieu ce week-end. Et là, on va vous les décrire un petit peu. Je pense que ça va vous faire des petits frissons. Allez, on va les garder pour la fin pour augmenter les chiffres de rétention. Clément, cette semaine, il n'a pas un sujet assez chaud. Moi, j'ai un sujet très tiède, mais vous l'avez demandé en commentaire la semaine dernière. Vous en avez marre qu'on traite des sujets mainstream, des sujets dont tout le monde parle. Et ben moi, les gars, vous le voyez venir, je vais vous parler de Pau et de sa victoire en terre galloise pendant la Challenge Cup européenne. Match qui n'était même pas diffusé à la télé. Pas sûr qu'il se soit vraiment joué d'ailleurs. En tout cas, on va en parler. Et c'est tout de suite dans le Rugby Show. C'est parti, trompette. Bon les gars, on a les ogres de cette compétition qui sont déjà qualifiés. 3 clubs français, Bordeaux, Toulouse et Toulon, qui avant même de jouer la 4e et dernière journée de cette phase de groupe la semaine prochaine, sont qualifiés pour les 8e de finale. Bordeaux et Toulouse, qui sont dans le même groupe, le groupe 1, qui vont se partager, qui vont se disputer la première place la semaine dernière. Et la semaine prochaine. La semaine prochaine. Duel à distance, c'est hyper important dans ce format de compétition de terminer premier de son groupe, parce que ça t'assure de recevoir jusqu'à la fin de la compétition, enfin jusqu'à la demi-finale, les matchs. Donc on sait que c'est un énorme avantage domicile-extérieur dans la Coupe d'Europe. Et donc ce duel à distance, il a peut-être été perdu par Toulouse cette semaine, qui n'a pas gagné de bonus offensif sur la pelouse des Sharks alors qu'ils avaient envoyé les Galactiques, pendant que l'UBB a éclaté Exeter. Bon, Exeter, c'était un peu plus facile, hein, dernier de la Ligue anglaise, la première chip. Donc, prochain match, on imagine peut-être Bordeaux et Toulouse gagner les 5 points puisqu'ils vont recevoir. Et donc, ça voudrait potentiellement dire que l'UBB resterait premier de cette poule. Mais surtout, ça veut dire que Toulouse a fait une erreur stratégique monumentale en envoyant ses Galactiques et en étant incapable d'aller prendre un bonus offensif. Parce que potentiellement, ils ont fatigué des gars. Galtier d'ailleurs doit un peu se ronger les ongles. Ils ont fatigué des gars et ils n'ont pas assuré. Enfin, ils ont assuré une victoire, ce qui est déjà pas mal, mais ils n'ont pas assuré le point de bonus. C'est quand même pas facile.
le voyage en Afrique du Sud, etc., aller gagner là-bas, c'est pas hyper évident. Et en plus, c'était une équipe des Sharks, une belle équipe. Tu vois, tu avais 3 champions du monde. Et donc, en plus, le ballon était hyper glissant, des conditions qui n'étaient pas hivernales. C'est l'été là-bas. Donc, les mecs, ils sont passés de 2 degrés à 30 degrés d'un coup. Et on a vu des ballons gicler pendant tout le match, quoi. Ouais, c'était pas forcément le plus beau des matchs. On attendait, je pense, un match vraiment avec une bien plus grosse intensité, même moi personnellement, mais j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup de déchets de la part des deux équipes. Les Sud-Africains aussi m'ont assez déçu dans l'opposition, mais Toulouse n'a pas été aussi incroyable. Ils ont bien réagi, je trouve, physiquement. On les a vus les dominer en mêlée, les mettre des gros tampons aussi. C'était un match quand même physique, mais il n'y a pas eu des incroyables envolées et tout. Non, je sais pas. Vous, Toulouse, là, il vous a convaincu, vous, enfin, perso? Non, Toulouse m'a pas convaincu, mais Toulouse assure. En soi, en déplacement, ça reste une victoire. Comme dit Thomas, c'est pas un match facile, donc Toulouse assure. Encore une fois, franchement, un ratio de victoire qui est assez hallucinant. Ok, on est habitué à Toulouse des grandes envolées et donc on aimerait pouvoir plus d'essais. Toulouse, ils ont déjà marqué 125 points en 3 matchs et les deuxièmes derrière eux, c'est 84. Donc il y a un petit écart. On voit Bordeaux. Non, c'est Leicester, mais il y a Bordeaux qui est à 82, donc vraiment pas loin. Et du coup, c'était pour les 2 premiers matchs. Il me semble c'est pas actualisé encore. Ouais. Le PCR n'a pas actualisé ses statistiques, mais bon, Toulouse. Ils bossent pas le lundi, le PCR, justement. Ils commencent que le mardi. Contrairement au Rugby Show qui enregistre chaque lundi pour que les fidèles auditeurs puissent à 7h30 de l'actualité. En tout cas, tu as Toulouse qui reçoit le Leicester, qui est troisième de la poule à 11 points. Donc ça va être en vrai un vrai duel pour la place. Leicester, on les imagine pas faire le voyage à vide. Pendant que Bordeaux, tranquille, ils vont recevoir les Sharks. Ils sont 5e, 4e, déjà 5 points. Ouais. Non, pas déjà éliminé. 4e, c'est qualificatif. Oui, mais dans tous les cas. C'est honteux. Quand t'es dernier, t'es qualificatif. Et les Sharks, ils vont rien jouer dans le sens où ils peuvent pas gagner de place. Donc UBB qui gagne 5 points, a priori, ça va se qualifier premier. Les Sharks, ils vont y aller à poil. Hein. Mais ce qui est un peu frustrant, je trouve, dans cette compète, c'est que la première place est importante, mais que là, on voit que tu as Toulouse et Bordeaux dans la même poule qui ne s'affrontent pas et qui sont en 2 premières places, et donc il n'y a pas une vraie confrontation pour arriver à être premier. Donc c'est une opposition un peu indirecte quand on est des 2 équipes du même pays, et tu ne sais pas vraiment qui est meilleur, quoi, et tu ne mérites pas forcément vraiment ta première place, vu que tu n'as même pas gagné des fois le deuxième. Non, je sais pas. Parce que en fait, le format de la compétition, c'est 6 équipes par poule, mais au lieu de jouer toutes les équipes, ce qui ferait 5 matchs, tu n'en joues que 4, parce que tu joues pas l'équipe de ton pays qui est dans ta poule. Pourquoi pas jouer toutes les équipes des autres pays, mais comme tu dis, après, quand tu as les Toulouse et Bordeaux qui sont de première place, c'est chiant quand tu es allé rater un bonus parce que toi, tu as dû te déplacer en Afrique du Sud, alors que l'UBB reçoit les Sud-Africains. Tu peux imaginer qu'il y a un tirage déséquilibré. Mais tu as quand même Toulon, par exemple, qui, eux, ils sont allés gagner en Afrique du Sud aux Stormers aussi. Eux aussi qualifiés. Et ils devraient assurer, pour le coup, la première place. Parce qu'ils, remarque, pas forcément sûr, parce qu'ils vont à Sale. Sale qui est avant-dernier du groupe. Ouais. Donc, mais qui a pris une belle branlée, là. Hein, qui a marqué 0 points. Voilà, 0 points dans le match. Donc, c'est moi, ça me dérange un peu parce qu'ils ont joué contre les Bulls qui ont certainement fait tourner à l'extérieur. Quand tu vois que les Sharks, il leur suffit juste de gagner contre Exeter, dernière équipe, une plutôt mauvaise équipe du championnat anglais. Ils ont juste besoin de gagner une fois contre eux pour se qualifier en 8e. C'est difficile d'avoir une lisibilité, je trouve, dans cette compétition. Et Thomas, tu parlais des enjeux à la J4. Au round 4 des poules de cette compétition, mais c'est compliqué de lire parce que tu sais pas si les clubs vont lutter pour être premier, pour être deuxième, à quel point ça rentre dans leur calendrier avec les championnats nationaux. C'est compliqué de faire des estimations. Ouais, mais en tout cas, tu as Toulon qui s'est quand même appuyé sur une grosse défense. C'est eux qui ont le meilleur taux de plaquage de la compétition, avec 85% de plaquage réussi. Donc, c'est pas à l'inverse de Toulouse et de l'UBB qui franchissent beaucoup, qui marquent beaucoup. Eux, ils sont sur des scores moins fleuves, mais quand même avec des perfs intéressantes. Et s'ils arrivent à faire premier, ça ferait deux équipes françaises premières de leur poule. Ouais, donc, ça fait plaisir pour Toulon. Ouais.
On retrouve un grand Toulon. Enfin, moi, je les ai trouvés très dominants devant. Après, ils ont eu aussi un peu leurs maîtres à jouer qui ont été assez excellents, comme des Serins. Et puis leur petit ailier Dréan, là, que on le voit très fort en top 14. On se dit, est-ce que la marche encore au-dessus en Coupe d'Europe, il va être aussi fort? Et il confirme. Alors, tout le monde peut-être l'attend en étant un petit peu l'ovni, peut-être dans ce 15 de France pour les 6 nations, non? Ouais, il y a moyen. La liste sort mercredi, donc Fabien nous le dira. Il a vu notre dernière vidéo. Hein. On a reçu un texto de Fabien qui nous dit merci les gars. Ça a quand même vachement aidé quoi, dans le processus de réflexion. Ouais. On lui mâche le travail. Exactement, on lui mâche le travail. Les autres clubs français, tous les autres clubs français, Thomas, sont encore qualifiables? Bah alors, tu as La Rochelle qui est presque qualifié parce qu'ils sont deuxième avec 10 points. Et bon, il faudrait un peu un exploit pour qu'ils ne se qualifient pas, il me semble. Mais en gros, La Rochelle, ils sont à 1 point de la qualif. Et ils vont au Benetton. Donc, ça devrait aller. Ouais, ça devrait aller. Ça devrait aller, La Rochelle qui est qualifiée. Mais Clément, tu le disais tout à l'heure, 70% de victoires françaises, 11 succès sur 16 rencontres de Coupe d'Europe où les clubs français étaient engagés. C'est assez ouf en vrai. Surtout ça, c'était. Ouais, et tu me parlais, Clément, des autres équipes qualifiables. Il me semble que c'est le sujet de la prochaine partie. Oui. On va parler de Castres, on va parler du Stade Français. Dans la poule 3. Et d'ailleurs, on va en parler tout de suite parce qu'il y en a marre, ce dont on ne parle jamais, ce que le Rugby Show a oublié, ceux qui ne sont jamais en lumière. Et Elios, justement, a décidé de prendre le poids des oubliés. Et c'est parti, trompette. Mathieu Babillot a dit: on a mis le CO sur la carte de la France, on veut dorénavant mettre le CO sur la carte de l'Europe. Et oui, pour une fois, le Castres Olympique joue la Coupe d'Europe, ne fait pas l'impasse et joue sur les 2 tableaux, à savoir le top 14 et la Coupe d'Europe. Et ils se sont même imposés de façon très, très positive contre les Bulls. Les Bulls, les gars, quand même, faut le rappeler, ils ont quand même fait finaliste l'année dernière de leur championnat de l'URC. Donc c'est une performance qui n'est pas des moindres de la part du Castres Olympique, avec un triplé de Rémi Bagé. Qu'est-ce que ça vous fait, les gars, de voir que le Castres Olympique peut potentiellement et va certainement se qualifier, eux qui sont en position favorable pour la qualif en 8e de finale? Ouais, ils ont gagné 49-10 quand même, donc ils ont bien éclaté ces Bulls. Je me dis, t'imagines, t'es Sud-Africain, on va jouer un match à Castres. Et déjà, comment tu y arrives? Déjà, comment tu y arrives? Alors justement, on a retracé le bilan carbone de l'équipe sud-africaine. Ah non, ça doit être terrible. Ouais. Tu prends Roissy Charles de Gaulle et ensuite t'as un car qui vient te chercher à Roissy. Et après, en moins de 12 heures. Tu prends le Tarn, mais la rivière, et t'arrives en canoë. Et du coup, Castres 4e de sa poule, 9 points, qui est bien qualifiable. En tout cas, ça va se jouer entre eux, les Saracens, le Munster, le Stade Français. Donc, gros combat dans cette poule 3. Il n'y a qu'une équipe qualifiée, c'est Northampton. Il se déplace justement, le Castres Olympique, la semaine prochaine pour une sorte de 16e de finale, on va dire. Il se déplace au Saracens. Donc, le match couperait pour la qualif, certainement, dans cette poule 3. Et dans cette poule 3, les gars, moi, je voulais aussi qu'on évoque brièvement une équipe, on va dire le vilain petit canard du Rugby Show, une équipe qu'on aime bien flageller, qu'on aime bien victimiser d'épisode en épisode. Mais par contre, il faut quand même leur rendre leur gloire parce qu'ils se sont imposés. Le Stade Français à domicile, dans le contexte d'un match complètement dingue, où ils perdaient 21-0, je crois, au bout d'une vingtaine de minutes. Et pareil, le Stade Français, les gars, qui bat les Saints de Northampton, qui sont champions d'Angleterre en titre. Donc c'est quand même pas rien. Ils sont aussi demi-finalistes de la Coupe d'Europe l'année dernière, donc grosse perf de la part du Stade Français. Voilà, faut quand même le souligner. Voilà, Thomas qui imite Zach Henry, comme on le voit certainement à l'écran, sauf pour les écouteurs du podcast. Mais ouais, le Stade Français, les gars, 13e du championnat, mais qui joue fièrement sa carte, quoi. Qui va peut-être se qualifier pour les 8e de finale. Franchement, ça fait kiffer de les voir pas faire l'impasse. Les gars, ils sont. En même temps, ils font l'impasse sur le top 14. C'est la première fois qu'on fait une impasse sur le top 14 et pas sur la Coupe d'Europe. J'ai jamais vu. Bravo, messieurs. Ça va être compliqué parce qu'ils sont quand même à 4 voire 5 points de la qualif.
Donc il va falloir faire une grosse perf. Ils reçoivent qui, Elios, la semaine prochaine, où ils jouent contre qui? Ils reçoivent qui? Vu que Castres n'a plus les Bulls, peut-être que le Stade français aura les Bulls et ils se rendent chez les Bulls, du coup. Ouais, ils ont l'Afrique du Sud, Pas simple. ça va être compliqué d'aller arracher la qualif. Enfin, moi, j'y crois Ouais. pas trop. Mais bon, on souligne beau regain de forme. Là, ça va peut-être les aider. On sait jamais, hein. Peut-être que le petit Louis va recevoir un appel de Fabien Galtier. Ah bah c'est sa dernière chance. Hein. S'il veut être dans les 42, c'est le week-end prochain. Il faut marquer un quintuplé au moins pour Loulou Carbonel. Mais non, Thomas, il se déplace aux Bulls. Les Bulls qui ont 0 points, qui sont dans tous les cas condamnés, qui peuvent absolument rien faire, rien attendre de ce match. Donc on sait jamais, à suivre. Ouais, mais les Bulls qui ont déjà été battus par des Français ce week-end, ça va commencer à faire un peu lourd, je pense. Donc à mon avis, ils vont être un poil revanchard, surtout quand tu es chez toi. Mais bon. Allez, hein. De toute façon, on est pour les clubs français, hein. Stade français inclus en période d'Europe. Ouais, c'est ça. Les chippies roses et bleus vont nous surprendre, non? Exactement. Les chippies. Les chippies. Les gars, assez parlé de cette Coupe d'Europe qui n'intéresse personne, sauf tous nos auditeurs. Je vous propose qu'on parle maintenant de la deuxième Coupe d'Europe qui nous intéresse encore moins, qui est la Challenge. Et c'est parti, trompette. Bon, après que Clément a énormément insisté, on lui a accordé 30 secondes dans l'épisode pour parler de Pau. Vas-y Clément, c'est ton moment. Non, je vais pas commencer comme ça, Thomas, c'est hors de question. Je vais vous demander de fermer les yeux et d'imaginer un monde où Lyon serait deuxième, où Pau serait deuxième, où Montpellier serait premier. Eh bien, ce monde existe, messieurs. C'est la Challenge Cup. Dans la Challenge Cup, la poule 1 de la Challenge Cup, Lyon est deuxième de poule, Perpignan quatrième de sa poule, Montpellier premier de la poule 2 devant Pau deuxième de la poule, et Bayonne et Vannes troisième et quatrième de la poule 3. Donc tout est possible. Donc ça déjà, ça doit donner le sourire à tous ces gens malades qui se disent c'est fini pour moi. Non, regardez. Tout est possible dans la vie quand on voit que le Lyon peut atteindre une deuxième place. Moi je voulais quand même parler un peu comme Elios, j'en ai marre qu'on mette tout le temps la lumière sur le meilleur club du monde qui est Toulouse. Je voulais un peu parler aussi d'un club voisin, Pau, les Palois, puisque les Palois, les gars, sont allés gagner au Pays de Galles contre les Dragons de Newport, à ne pas confondre avec les Dragons catalans. Pau s'est pris un carton jaune à la 3e minute et pourtant les Verts ont réussi à s'imposer 24-15 contre les Gallois et notamment grâce à un joueur. Et alors là, ça va en faire sourire plus d'un parce que je sais que enfin voilà quoi. Axel Desper, je sais pas comment on dit d'ailleurs puisque je n'ai jamais entendu. Je crois que c'était prêt. D'abord, le demi d'ouverture de Pau, les gars, qui a 20 ans, né en janvier 2024. D'ailleurs, c'est son anniversaire dans 3 jours et on n'oubliera pas de lui souhaiter. Qui a donc 20 ans et qui, les gars, est le meilleur réalisateur de la Challenge Cup au jour d'aujourd'hui. Donc on peut quand même souligner le brio de cet homme qui lui aussi potentiellement peut être appelé par Galtier. Tout est possible, les gars. Bravo, je vous vois sourire, je vous vois rigoler, mais non. Ah, il est comme ça avec Loulou Carbonel pour la place de 6e ouvreur du 15 de France. Ouais. Non, ils sont devant Jalibert, hein, Vous êtes durs, les gars, c'est un super joueur. Non, j'y crois pas trop à son appel dans les 42. Même si à Pau, il devrait y en avoir quelques-uns des appelés. Hein. Tu as quand même Emilien Gaëton au centre, Hugo Oradou en deuxième ligne, qui pourrait bien être appelé. Théo Atisogbe, je ne sais pas s'il est encore blessé. Ouais, l'ailier qui a joué. Il a joué aujourd'hui. Il a joué, donc ça ferait quand même 3 Palois. Il y a Thibaut de Bagna aussi, qui se bat pour la 3e place avec Couillot. Ouais, non, mais il y a du monde, les gars, il y a du monde. Arrêtez de rigoler. C'est un truc. Moi, je trouve que Pau, on s'en méfie pas assez. Pau est rentré en top 14 en 2015, n'est pas redescendu depuis, et je pense que c'est pas si facile que ça de concrétiser. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont 10e du top 14, mais ils sont pas si loin de la 8e place parce que tout ça doit se jouer à 1 point. Donc voilà, on peut souligner quand même la présence de Pau. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous, un petit QCM. Une petite question pour vous, parce que je sais que vous aimez ça quand c'est un peu sympa, un peu Q&A. La section paloise, quel est le meilleur résultat de la section paloise en Challenge Cup? C'est une petite question pour vous, messieurs. 4e de leur poule.
Non, moi je pense qu'ils ont fait un quart de finale, peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans. Messieurs, ils ont été en Challenge Cup champions en l'an 2000. Donc j'espère que ça vous en Elle est belle. bouche un coin. J'espère que ça vous en bouche un coin. Et en Coupe d'Europe, messieurs, parce qu'ils ont été également en Coupe d'Europe, quel a été leur meilleur succès en Coupe d'Europe? Ils Une ont été en victoire. Coupe d'Europe. Ils ont réussi à. Ah ah. Ouais, mais ils ont dû se qualifier. Non, parce qu'on se moque, on rigole, les Palois, mais Bah, ils ont dû faire comme le Loup l'année dernière. Ils ont dû prendre 0 points et prendre 50 points par match dans la gueule pendant Ils ont 5 fait une matchs. demi-finale de Coupe d'Europe, les gars, Non. en 1998. Ok. Pas Alors, mal. est-ce qu'on peut comparer la Coupe d'Europe d'aujourd'hui avec la Coupe d'Europe de 1998? Ça, c'est un autre débat qu'on laissera à nos parents. Maintenant, voilà, quand même, Pau, un petit Mais- mot pour Pau, c'était important pour Ouais. Mais Mais- Clément. Pardon, Victor, vas-y. Ouais, moi, Pau, j'aimerais bien souligner un petit peu la stratégie du club que moi je trouve assez admirable. Alors, Pau, ils ont recruté un entraîneur, Piccheroni, qui était Ouais, l'entraîneur trop fort. des équipes des moins de 20, et Champion qui du a monde. fait venir, voilà, et qui est champion du monde, et qui a fait venir énormément de jeunes joueurs très très prometteurs, des Atisogbe, des Galton, des Maximin, des Oradou, enfin, ils recrutent énormément de jeunes joueurs. Ils font émerger énormément de jeunes joueurs. Hein. Enfin, faut se rappeler des Ashtoy. Enfin voilà, c'est quand même ça. Et ils ont construit une équipe et petit à petit qui progresse avec de jeunes joueurs sans trop se faire piller. On voit qu'il y avait des Gorgadze, des Simons, le numéro 10, qui étaient un peu des maîtres à jouer dans l'équipe et qui ont été qu'ils ont réussi à prolonger, et ils s'appuient sur un très grand, on va dire, quand même, financeur qui est ni plus ni moins que Total. Et l'énergie. du coup, voilà, Total Énergie, ouais, voilà, et qui fait que le club est structuré et solide, alors que, bon, Pau, c'est pas la plus grande ville non plus Ah de non, France, c'est quoi. 75 000 habitants, Pau. Hein. Mais- moi, Ouais. s'il vous plaît. Hein. C'est un maillot vert, donc pour le sponsor, ça a marché bien. Exactement. Mais c'est vrai Total que du gaz. Attends. c'est vrai que Victor, c'est cette organisation de club qui leur permet d'être quand même deuxième derrière des grandes équipes telles que devant des grandes équipes telles que les Ospreys, les Dragons, les Lions ou encore les Newcastle Falcons. C'est quand même pas rien. Voilà, Encore. c'est pas négligé. Je veux pas dire que c'est la déchetterie du rugby cette compétition, mais pas loin quand même. Hein. Non. En tout cas, c'est bien. Moi, je suis content pour les Palois. Je suis content de toute façon de voir briller les clubs français dans n'importe quelle coupe. C'est intéressant. Il y a encore une domination des clubs français, même dans les secondes coupes européennes. Donc, c'est chouette de voir ça. Ouais, c'est vrai. On souhaite le meilleur aux Palois et surtout en top 14, méfiez-vous de Pau qui, à mon avis, dans quelques années, sera un sérieux prétendant aux demi-finales de top 14. Vous l'auriez entendu ici en avant-première. Le Rugby Show voit dans le futur. Je vous propose, messieurs, on a assez parlé des équipes, on va parler un peu des hommes, de ceux qui font justement ces équipes, avec ce cher Victor et ses petits gestes qu'il nous a repérés ce week-end. Victor, après les trompettes, c'est quand tu veux. Alors, messieurs, comme vous avez dit, il y a des grandes équipes, mais il y a surtout des grands hommes qui font des grands gestes. Et c'est comme ça qu'on reconnaît souvent les grands joueurs. Et là, je veux vous parler d'abord du petit coup de génie de notre petit LBB Biel Biarré, et qui fait un peu, qui nous a montré comment défier un peu les lois de la physique et du règlement. Alors ouais, le rugby, c'est un sport de géant qui se percute joyeusement pendant 80 minutes, tu vois, tout en respectant scrupuleusement des règles que même Einstein aurait du mal à comprendre parfois. Et ce week-end, Louis Biel-Biarré a ajouté une ligne à ce grand livre des moments what the fuck, mais magique. Voilà. Donc, à la minute 44, un instant un peu suspendu dans le temps, on joue là, l'Union Bordeaux-Blègles écrase Exeter, mais Louis Biel-Biarré, cet équilibriste à crampons pour les intimes, décide de faire entrer le rugby dans une nouvelle dimension, la dimension d'un énorme bouc rempli de règles, parce que ouais, le ballon file en fait vers la touche. On voit Biel-Biarré qui a mais très très clairement le pied sur la touche. Donc on se dit tous, paf, il tape dessus. Ben ouais, ben il est dehors. Enfin, tout le monde se dit ça. Et puis là, non.
ça rebondit, Penaud aplati, et l'arbitre se fait un petit peu rappeler à l'ordre par l'arbitre, en fait, le cinquième arbitre, l'arbitre vidéo, en fait, comme on va dire un petit peu. Et on lui explique que non, il y a essai, et même l'arbitre était un peu incompréhensible. Alors vous, les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce jugement? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il y a essai? Ouais. D'après la règle, si le ballon il n'a pas franchi le plan vertical de la ligne, donc si le ballon il n'est pas encore au-dessus de la ligne et qu'il y a un joueur en touche qui simplement fait une déviation avec son pied ou avec sa main, tant qu'il ne se saisit pas du ballon, il n'y a pas touche parce que le ballon n'est pas sorti, même si le joueur est en touche. Donc, c'est le petit B, la ligne verticale du grand 2, ça. Ouais, alinéa 3 du paragraphe 82. Ouais, mais pour le coup, l'arbitre avait bien bossé parce que quand tu regardes en live à la télé, c'est l'arbitre de champ qui interpelle son arbitre de vidéo pour lui dire est-ce que tu confirmes cette règle? Et je pense que LLB, Louis Biarré, il l'a pas fait du tout par hasard. Il n'a pas mis son pied en touche et fait un coup de pied par hasard. À mon avis, il connaissait très très bien la règle et c'est ça aussi qui font. Oui, bien sûr. Il essaie de sortir le ballon le plus rapidement possible. Il se trouve qu'il a le pied sur la touche, mais qu'il ait le pied sur la touche ou pas, il fait le même geste. Pas du ouais, tout, mais moi je pense que la règle et se dit en connaissance de le cause. ballon ne traverse pas la ligne. Non, mais il a franchi le plan vertical. Je vais donc pouvoir faire une déviation avec mon pied droit pendant que mon pied gauche est sur la ligne. Il faut savoir qu'on est au ralenti pour LBB. Hein. Nous, le monde est au ralenti. Donc il attend de se poser plein de questions, lui. Je l'ai regardé image par image et tu vois son regard qui se déplace vers la ligne. Il marche en connaissance de cause sur la ligne et pourtant il fait quand même la passe, tu vois. Moi, je pense que. Non, mais c'est aussi ça, Victor. Tu parles de grands joueurs, de grands champions, de grands gestes. Le mec, à mon avis, il connaît la règle et. De grands mythos. Respect. Voilà. Mais voilà, au-delà de la règle, pour moi, il y a le geste. C'est un peu un truc improbable. C'est un peu gracieux. C'est un peu complètement fou. On aurait dit un peu un mélange entre un footballeur brésilien, un acrobate du Cirque du Soleil et, soyons honnêtes, un gamin qui joue avec le ballon dans la cour de récré contre un mur avec l'école. Enfin, ce coup de pied, c'est désormais un peu un des gestes les plus sexy de la saison et il est signé par un mec qui a à peine 20 ans, quoi. Donc pour moi, voilà. Biarrinho. Voilà. Et pour moi, ça a des conséquences pour le rugby mondial parce que on imagine bien sûr que cette action, elle va être reprise dans les cours de récré par des milliers de gamins qui vont tenter la Louis Biarré et dans les stades amateurs des deuxième lignes 120 kilos qui vont essayer de reproduire ce geste avec un taux de succès proche de 0. Donc, mais qu'importe, le rugby, c'est ça, c'est fait pour faire rêver, messieurs. Mais c'est cool, hein. Mec, le but du podcast, c'est de briller en troisième mi-temps. Et si tu connais cette règle-là, je peux te dire que tu vas briller à la machine à café ou à la troisième mi-temps. Hein. De rien. Oui, la machine à tir. C'est plutôt ça. De rien, les écouteurs. Il n'y avait pas que LBB ce week-end, Victor. Je crois que tu as également. Non, il y avait notre Thomas Ramos, l'homme qui ne devrait jamais être à la 74e position des meilleurs joueurs du monde. On le sait tous. C'est un magicien, c'est un passeur éternel. Vous avez vu sa petite Chistera qui a complètement dérouté les Sud-Africains qui sont des machines, des Allemands dans l'âme, de Racine. Et oui, Monsieur Ramos, dans un match complètement fermé parfois, on l'a vu arriver, sortir une petite passe de Lebel et Ramos reprend, fait une petite Chistera dans le dos et Blair Kinghorn qui aplatit dans le coin. C'était juste incroyable. C'est beau. C'est propre des magiciens. Voilà. C'est du Toulouse. Hein. Voilà, c'était juste dingue pour moi, ce petit geste. J'ai adoré. Et alors après, moi, le geste que j'adore en tant que numéro 9, c'était Monsieur Baptiste Serin, le roi des filous. On le connaissait pour sa petite Chistera contre les All Blacks. On l'a connu encore, on l'a vu encore faire un geste un peu dingue, un petit coup de pied. Un double coup de pied. Voilà, double coup de pied qui est repris par derrière et qui fait une passe décisive. C'était juste incroyable. Et là, ce week-end, c'est une feinte qui mérite un César pour moi. Oui. Non, mais c'est juste un coup de génie ou une entourloupe magistrale, comme vous voulez, mais c'est la feinte du facteur qui fait que ces Anglais sont restés apathiques. Tout le monde,
tout le monde a cru même qu'il avait lâché le ballon, même le cadreur, on n'a pas trop compris, même l'arbitre, il a cru qu'il y avait en avant. Il était perdu, ouais. Voilà, il a rien compris et c'était juste un truc de dingue pour moi. Quand tu vois que la caméra, c'est que t'as fait. Ouais, ça c'est la classe. Ouais. Ouais. Voilà. Voilà. Ouais, très beau geste. Mais Donc la légende de Baptiste Serin grandit. Ce n'est plus l'homme qui n'a fait que la Chistera, c'est aussi celui qui a fait la feinte de facteur contre les Anglais. Voilà. Et ensuite, il y avait ce dernier geste que moi j'ai trouvé assez beau. On a tous cru qu'ils allaient battre enfin Leinster chez eux, La Rochelle, c'était dingue. Il y a eu un coup de pied d'Ashtoy qui a été complètement nul tout le match, qui a tout mis en touche, mais là, paf, Kylian Leeds récupère, c'est incroyable. Il fait un petit coup de pied, il évite 2 joueurs et il aplatit, c'était juste sublime. Ouais, pendant un moment, ça nous a fait vibrer. On a vu Leeds aller complètement à l'encontre du style de La Rochelle. Boum, boum, rentrer dedans normalement. Et là, faire un coup de génie, c'était juste. On a revu La Rochelle qui nous manque un peu là, ces dernières semaines, ces derniers mois. Là, La Rochelle s'est un peu perdu. O'Gara, etc. On a du mal à voir quand il s'exprime. Mais c'est vrai que les petites fulgurances comme ça, on s'attache à ça tellement on les trouve un peu fatigués là. Ouais, c'est sûr. Après, faut remettre les choses dans le contexte. Ils ont perdu de 2 points contre quand même une des équipes favorites. Ils retrouvent du rythme. Ils ont fait un match d'hommes. Moi, je trouve que ça envoie quand même un petit message assez clair que le rugby français retrouve vraiment à La Rochelle qui va se mettre en route et on voit parce que c'est des équipes programmées pour faire former à la fin de l'année et pas en début de saison. Et vous verrez, La Rochelle sera là. Ouais, c'est sûr. Tu l'as dit, Victor. Et toi, tu vois dans les boules de cristal, c'est ça qu'on aime. Merci les gars d'avoir fait le point sur ce week-end de Coupe d'Europe. C'est dingue, pas grand-chose à dire et vous avez tellement dit, c'est fou. Vous êtes forts, vous êtes brillants et c'est pour ça qu'on vous écoute toutes les semaines. Merci à tous de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous mardi prochain, c'est toujours le mardi. Essaye de suivre un peu. Ça dépend. Pour un nouvel épisode. D'ici là, si toi tu es encore là et que tu nous écoutes encore et que tu n'es pas abonné, on va te ban de la chaîne. Donc abonne-toi. On vous voit tous les gars. Il te reste 2-3 minutes. Voilà, on espère que cet épisode vous a plu. Et puis n'oubliez jamais le Rugby Show, c'est chaud. C'est chaud, 42 joueurs qui vont être annoncés cette semaine, ça va être chaud. Oh, c'est le bouillard. Mercredi. Ouais.